Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir. La lecture agrandit l'âme. Voltaire. Bienvenue dans Mots d'ici et d'ailleurs, votre nouvelle émission littéraire, culturelle et pédagogique. Cette émission vous a été proposée dans une action conjointe, d'une part du ministère de la communication chargé des postes et des télécommunications et d'autre part du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Alors en quoi consiste cette émission? Elle consiste à inviter un auteur djiboutien à venir vous proposer, à vous présenter son œuvre et à nous donner envie de la lire et de nous permettre de la critiquer. C'est aussi une façon de valoriser les écrits des auteurs djiboutiens d'expression française. Et pour notre première, nous avons invité un des poètes les plus connus de notre pays. Alors, on va faire comme si c'était une devinette. Notre invité de ce soir est un poète. C'est l'auteur de plusieurs recueils de poèmes et de nouvelles. Il est celui qui, à travers sa plume, dessine, colorie, raconte, mais aussi embellit notre pays de ses beaux vers. Né à Bourita, dans la région de Tadjoura, d'une famille de pasteurs nomades, d'ailleurs c'est ce qui lui confère le surnom de poète nomade, il fait ses études en France où il décroche un doctorat en psychologie clinique et en ethnopsychiatrie. Il a été un haut fonctionnaire au PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, mais aussi secrétaire général de la faculté de médecine en 2007. Actuellement, il est conseiller technique du président de la République. Il est aussi lauréat du prix du Centre culturel français Arthur Rimbaud en 1997. Il a eu aussi le prix Albert Bernard de l'Académie des sciences d'outre-mer pour l'ensemble de son œuvre en 1999. Et bien sûr, mention spéciale du prix francophone international de poésie à Montréal en 2022. Vous devinez déjà de qui je parle. Vous le saurez bien sûr quand je vous aurai énuméré ses œuvres. Ô pays, perle sur la langue, route pour le nomade. C'est un recueil de poésie publié en 2005. Sous les soleils de Houroud. C'est un recueil de poèmes aussi. L'éloge des voyous, qui est un récit romanesque, publié en 2008. Amour nomade, recueil de nouvelles aussi, en 2008. Et Cahiers de brouillon des poèmes du désert, qui a été publié en 1999. Je sais que vous voyez de qui je parle. Et j'ai nommé M. Chihim Ouatta. Bienvenue dans notre émission, M. Chihim Ouatta. Merci beaucoup. J'ai aussi sur le plateau M. Mohamed Salah, qui est le conseiller référent de la discipline français, qui va nous parler sur le volet pédagogique d'un certain point que nous allons aborder tout à l'heure. Merci d'être là. Bien. Alors, M. Ouatta, vous avez publié un recueil de poèmes intitulé Les Corps sales au début de cette année 2022. Et je pense que la lecture épanouit l'homme, mais les discussions l'enrichissent. Donc, nous allons passer à la première question. Monsieur Ouatta, vous êtes un écrivain des plus prolifiques. Analyser votre œuvre dans une seule émission est impossible. Néanmoins, nous allons décortiquer le temps de cette émission, votre dernière œuvre, si vous le permettez. Nous allons aussi parler des autres œuvres, bien sûr, mais je rappelle un peu le titre, Les Corps sales. Voilà un titre qui étonne. Dites-nous ce que renferme ce titre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci de me donner la parole dans cette émission. Et avant tout, je dois remercier le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Communication, ainsi que les cadres du ministère de l'Éducation qui ont travaillé sur cette émission. Parce qu'effectivement, c'est une émission qui manquait au paysage médiatique de notre pays. Donc vraiment, je voudrais vous féliciter et vous remercier. Donc pour répondre à votre première question, je voudrais dire que le titre, on ne le choisit pas souvent au début pour dire voilà, je vais écrire un livre avec un titre précis.
mais ça vient soit dans l'écriture, dans le temps de l'évolution, ou soit une fois que le livre est terminé, avec l'éditeur ou sans l'éditeur, on peut choisir un titre. Donc effectivement, ce titre a été choisi à la fin, une fois le recueil a été terminé, et il exprime 3 grandes dimensions. La première dimension, c'est les violences, le corps perçu comme un espace de violence, le corps perçu comme un espace de déconstruction. Et la troisième dimension, c'est le corps perçu comme un espace de souffrance. Donc vous voyez que on parle dans ce recueil du corps réel qui est découpé, coupé et recoupé, le corps violenté. Et la deuxième chose que ce titre évoque, c'est que effectivement le corps du migrant qui est déshumanisé aussi. Et la troisième chose qui est très importante, parce que effectivement le corps, on ne parle pas de l'hygiène corporelle, mais on parle du corps aussi imaginaire, du corps qui est déshumanisé, qui est pollué, parce que on veut aussi dénigrer l'autre. C'est la représentation du corps, hein, du corps imaginaire. Donc c'est l'autre qui est nié dans son identité. Par exemple, quand on dit sale nègre, c'est pas que la personne est sale, mais c'est qu'on veut lui dire que lui, il n'est pas comme nous. Il représente une identité qui est repoussée, qui n'est pas à la même hauteur que nous. Donc c'est la représentation de l'autre que ce corps sale évoque. Effectivement, voilà les dimensions, et je voulais que ce titre aussi attire, pour que vraiment, quand on parle de ces violences et de cette souffrance qui traverse tout le recueil, qu'il soit attractif. D'accord. Dans la première partie de l'œuvre, vous évoquez les douleurs des jeunes filles, tantôt celles qui se jettent corps et âme dans les routes de l'exil, tantôt celles qui subissent l'excision et souffrent le martyre toute leur vie. Aussi celles dont le corps en dit long sur leur vie de détresse, de malheur, de discrimination. Vous êtes particulièrement satirique, mais le pathos prend le dessus. On vous sent très fataliste. Je vais lire un passage. Que aujourd'hui des femmes n'ont connu ici d'autres aujourd'hui, ne portant pas mieux des souvenirs orangés. Ô petite sœur au cœur infibulé, le temps n'a rien donné aux tempes, lourdes du temps pharaon mutilateur. Nos preuves sont des barques chavirées. Pourquoi ce désespoir? Alors, d'abord, il faut dire que, commençons par la satire. Effectivement, la satire, ça nous permet d'avoir une distanciation, une distance avec la douleur, avec le désespoir, je dirais. C'est une manière aussi de parler des choses extrêmement difficiles, mais tout en prenant une distanciation, une distance par rapport au désespoir. Effectivement, c'est peut-être une déformation professionnelle si le pathos prend le dessus, mais il fallait mettre les mots, M-O-T, sur les mots. Donc quand on parle du corps déshumanisé, quand on parle de cette dépréciation, quand on parle de l'emprise sur le corps de la femme, quand on parle du migrant qui est perçu comme un néant, je pense qu'il fallait d'abord marquer les problèmes. Donc dire ce qui ne marche pas, ce qui ne nous convient pas, ce que l'on conteste. Donc au-delà, je pense que je ne suis pas très fataliste, mais à un moment donné, on voit qu'il y a un peu de découragement. Donc dans le paragraphe que vous avez lu, donc la dernière strophe démontre un fléchissement, un découragement, parce qu'effectivement, ce sont des sujets très durs et on voit que l'évolution, que les choses ne changent pas comme on l'aurait souhaité assez rapidement. D'accord. Alors, je vais lire une phrase. Le temps n'a rien donné aux tempes. Alors, comment vous expliquez cette phrase? Alors, je fais un rapprochement entre le temps et la tempe. Donc, on revient au corps encore. Le corps, la tempe, si vous voyez, c'est entre les oreilles et les yeux. Donc, c'est un espace qui est restreint, petit, mais je voudrais par là évoquer, par
par les oreilles ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu aussi par les yeux. Donc quand on parle de l'excision et de l'infibulation, je pense qu'on a des justificatifs qui nous font croire que c'est quelque chose qui est permis par l'islam, et ce qui n'est pas juste. Donc là, la plupart de temps, pour les pasteurs nomades et dans les pays de la région, ce sont ceux-là qui pratiquent l'infibulation. Mais l'infibulation, on l'appelle l'infibulation pharaonique. Donc c'est quelque chose qui date. Donc ce que je voulais dire à partir de ces strophes, c'est qu'effectivement, le temps, on peut aussi le mesurer en plusieurs dimensions. Il y a le temps qu'on peut mesurer en longueur, donc c'est le récit, c'est ce qu'on raconte, c'est ce que nous avons entendu, donc c'est le temps en longueur. Mais il y a aussi une autre dimension que je voudrais évoquer, c'est le temps, la dimension qui est courte, la dimension le temps par la dimension épaisseur. C'est-à-dire, on se connaît depuis peu de temps, mais à partir d'un certain moment, on a l'impression de se connaître depuis longtemps. Donc c'est les émotions qui réduisent cette distance. Donc par rapport à ce strophe, à ce texte, je veux dire que effectivement le temps du pharaon est un temps qui est long. C'est la lenteur que je voudrais exprimer. C'est la chute du temps quelque part. Le temps a chuté et la souffrance des femmes ne disparaît pas. Donc c'est la douleur qui est rythmée, qui rythme aussi sa vie sentimentale, sa vie d'enfantement, ses accouchements, et tout ça fait que vraiment le temps du pharaon est un temps qui n'a pas donné nos espoirs. Donc on continue toujours à pratiquer l'infibulation, ce qui nous donne énormément de frustration. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc même si l'espace que je décris est un espace qui est court, même si ce que l'on sait sur l'excision et l'infibulation, ce que nous avons entendu est puissant, cette pratique ne diminue pas comme on l'aurait souhaité. Voilà ce que je voulais dire dans cette phrase. Oui, vous parlez des limites de la poésie et du verbe. Alors pouvez-vous nous dire un peu plus sur le pouvoir du verbe et quand celui-ci devient impuissant? Alors, je crois que c'est une question qui est intéressante et qui nous permet de parcourir un peu toutes les œuvres que moi j'écris, parce qu'effectivement, dans nos traditions de pasteurs nomades, le verbe est roi. Donc, on l'utilise, celui qui le maîtrise, celui qui maîtrise le verbe, qui le maîtrise, en récolte d'une certaine manière un pouvoir. Même dans le droit, quand on va dire le droit, on va utiliser le verbe. Donc ça lui donne une certaine légitimité, une certaine reconnaissance. Dans nos cultures, celui qui maîtrise le verbe est quelqu'un qui a un grand pouvoir, que ce soit dans les critiques sociales, que ce soit dans tous les événements. Je pense qu'on nous appelle dans cette région le peuple des poètes. Les poètes, les pasteurs nomades sont connus comme étant des gens qui maîtrisent énormément le verbe. Mais le verbe aussi peut avoir des effets extrêmement négatifs. Quand on va humilier, quand on va d'une certaine manière aussi déshonorer, quand on va l'utiliser comme étant quelque chose qui dévalorise l'autre, qui le met dans une situation d'infériorité, effectivement, le verbe aussi peut avoir le pouvoir de discriminer. Voilà ce que je veux dire. Et dans cette discrimination, quand on va l'utiliser pour réduire l'autre à un état de race inférieure, un état de l'autre qui n'a pas d'identité, et même ça peut être perçu ou même utilisé, notamment, je veux donner un exemple de la radio libre de Mille Collines, que des professionnels, des journalistes qui maîtrisent le verbe ont utilisé pour exécuter les génocides rwandais. Donc à ce niveau-là, on voit que le verbe aussi a une puissance destructrice. Donc ça, il faut le dire. Et ceux qui parlaient de ce génocide, qui voulaient que les gens soient tués, ils parlaient de cancréla. Donc vous voyez, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut réduire à la mort, déjà on utilise un terme dévalorisant.
Et aussi deux autres termes qui revenaient souvent, ce qu'on disait qu'il fallait défricher, il fallait débroussailler. Donc pour les agriculteurs, il faut préparer la terre avant de lui donner des graines. Donc d'une certaine manière, il faut nous débarrasser des gens qu'on n'aime pas, des gens qu'on débroussaille. Et l'autre aspect qui est beaucoup plus positif, c'est que le verbe aussi peut être, il peut compenser. Il peut aussi traduire une certaine affection, il peut apaiser, donc il peut avoir un effet bénéfique. Donc là, on sent qu'on peut repenser le corps, on peut le utiliser dans des bonnes conditions pour que vraiment on valorise l'autre. Et même dans certains cas, le verbe peut avoir un rôle mobilisateur. Je vous donne un exemple. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il y a un poème qui a été utilisé, qui a même été sous forme de tract, lancé pour la résistance. Donc c'est le poème que vous connaissez, vous qui êtes professeur de français, c'est le poème Liberté. Donc c'était l'ode à la libération, l'ode à la liberté et l'hymne même à la liberté. Donc à partir d'un certain moment, pour les gens qui se battaient pour libérer leur pays, ce poème a été perçu comme une grande, sur le plan affectif, ça a été vraiment mobilisateur pour eux. Donc ils ne se battaient pas simplement pour avoir leur pays, mais aussi pour conquérir la liberté. Donc ce que je voudrais dire, que le pouvoir effectivement du verbe est important. Il peut être destructeur, il peut être bénéfique, et il peut être aussi mobilisateur. Mais à un moment donné, la question que je me pose, c'est que est-ce que pour nous, qui sont des traditions orales, est-ce qu'une fois que ce verbe est mis par écrit, est-ce qu'il perd un peu de son éclat, de son pouvoir? Donc voilà les questions que je me pose aussi, même dans ce recueil, en parlant de la langue maternelle et de l'écrit qu'on doit aussi promouvoir. Très intéressant. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de l'œuvre. Le titre interpelle. Vendu comme pièce détachée de l'humanité. Nous avons compris qu'il est question d'exil et de ses conséquences. Vous comparez la Libye à l'île de Gorée. Pourquoi? Alors, je parle surtout en parlant des migrants qui passent par la Libye. Donc il y a quand même deux choses qu'il faut dire. C'est que la Libye peut être aussi une destination pour les migrants de l'Afrique l'Afrique noire. Donc c'est un pays où il y a le pétrole, c'est un pays où le pouvoir d'achat est plus fort. Donc ça peut être une destination. Mais plus globalement, c'est aussi un transit pour une immigration clandestine. Donc, et la plupart des gens qui passent là-bas sont des gens qui sont exploités. Et même, on a vu dans les années 2017-2018 une forme d'esclavage s'installer en Libye. C'est des Africains qui sont vendus par d'autres Africains. Donc il y a des grands journalistes, des grands médias qui ont mis à jour que les jeunes Africains étaient parqués dans des grandes salles comme on le faisait avant, et qu'on les auscultait, on regardait leur puissance corporelle et on le vendait à 700 à 800 dinars libyens. Donc moi je fais, c'est peut-être osé, mais c'est plus symbolique. Je parle surtout des cris, je dis que j'entends des cris de Gorée. Et Gorée, entre le 15e et le 19e siècle, était une destination pour les esclaves. Donc c'est là qu'on parquait les esclaves avant de les envoyer en Europe et en Amérique. Alors là, vous savez, Gorée est passé entre plusieurs pays. Donc à un moment donné, c'est les Néerlandais qui contrôlaient. Après, c'était les Français, les Anglais et les Portugais. Donc, et on voyait des villas somptueuses qui côtoyaient des kajibis faits pour les esclaves. Donc à cette époque moderne, au XXIe siècle, on voit des Africains qui veulent échapper à la misère, à la sécheresse et aussi aux problèmes économiques et aux guerres, aux différentes guerres, qui sont
vendus comme des esclaves, comme des pièces d'humanité, parce qu'on les ausculte encore, et c'est ça qui est révoltant. Et donc, quelque part, c'est quand on déshumanise l'autre, donc c'est toujours le nègre, c'est toujours le noir, qui ne vaut rien, et qu'on veut utiliser comme une pièce détachée de l'humanité. Alors, vous avez parlé de l'Europe, et à un moment donné, il y a un paragraphe, au cimetière de la Méditerranée, l'Europe enterre tous ses morts dans la douceur de la démocratie. On sent l'ironie, M. Ouattara. Expliquez-nous ce vers. Alors, c'est important parce qu'effectivement, de la Libye ou d'autres pays, on va traverser la Méditerranée. Donc, c'est des jeunes, c'est l'Afrique qui perd les plus jeunes, le sang neuf, les générations qui sont les plus robustes, je ne dirais pas les plus intrépides, et qui ils vont aller vers des pays qui sont démocratiques. Et dans la démocratie, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de violence, même si la violence existe dans tous les pays, mais il n'y a pas de violence politique. Donc quelque part, mourir pour changer, pour chercher le bien-être, c'est quand même quelque chose de très, très grave. Et ce pays, effectivement, qu'on appelle la Méditerranée, c'était un brassage culturel, un brassage ethnique, c'est un berceau de civilisation. Alors aujourd'hui, on a instauré dans cet espace des contrôles tellement forts que beaucoup de jeunes qui viennent, qui veulent traverser par la mer, transforment la Méditerranée en un cimetière à ciel ouvert. Donc j'ironise parce qu'effectivement, ils cherchent la démocratie, ils cherchent le bien-être, et mourir pour le bien-être, avec tous les codes qui ont été installés, c'est flagrant, c'est quelque chose que je voudrais interpeller aussi les politiques sur cet effet dévastateur. Pas seulement du côté de l'Afrique, mais on voit que dans l'accueil des migrants, il y a aussi une discrimination, il y a une préférence, la préférence nationale dont parle Fatou Diom. Effectivement, avec la guerre de l'Ukraine, on voit que beaucoup de foyers ont ouvert leur espace à des réfugiés ukrainiens, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui ont fui la guerre en Afghanistan, ceux qui ont fui la guerre en Syrie, ceux qui ont fui la guerre dans ces pays qui sont arabo-musulmans ou carrément des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, quelque part, c'est pour ça que j'ironise en disant que même dans l'accueil, même dans la solidarité, il y a une certaine différenciation, il y a une certaine stigmatisation, et même plus grave, on peut choisir le réfugié qu'on veut, alors qu'on nous parle de démocratie et d'un certain nombre de concepts qui sont universels, mais qui sont applicables à un certain nombre de peuples et pas à d'autres. D'accord. Alors il y a beaucoup de vos œuvres sont illustrées, comme Foudre, Djibouti, le désert au bout du ciel, ou encore sur le fil ténu des départs. Qu'est-ce que les illustrations apportent à l'œuvre et à son message? Alors, je voudrais juste rectifier, c'est peut-être pas le mot adéquat, l'illustration, oui. C'est plus de l'accompagnement. C'est plus de... Quand un peintre et un poète se mettent ensemble pour explorer l'objet livre, c'est une manière de se supporter, et de s'appuyer, de s'accompagner. Et c'est deux types de créations qui vont se mettre ensemble pour donner au lecteur une vue plus globale que le verbe, une vue plus globale que le dessin. Donc une fois que le livre est un support pour le dessin et pour la poésie, je pense qu'on utilise pas seulement l'auteur, le poète, mais aussi le peintre. Donc on dirait qu'on a des avantages comparatifs. Donc ça participe aussi à un message qui est beaucoup plus élaboré et qui nous permet, nous qui sommes de tradition nomade, d'utiliser aussi le dessin comme un support qui nous fait rêver, un support qui nous permet aussi de voyager à travers la peinture. Donc c'est vraiment un avantage et comme la poésie ne se vend pas généralement, donc le dessin
et la poésie vont se supporter pour avoir aussi un public plus large. Donc on peut dire qu'il y a un objectif artistique, mais aussi un objectif qui est commercial derrière ce... Oui. La poésie joue la langue et le poète crée sa langue comme dans la langue de tous. Votre rapport avec la langue dans l'écriture est très spécial. Par exemple, dans votre recueil de nouvelles, vous écrivez cette phrase « Le mot parle le mot ». Ce jeu de mots étonne plus d'un. Que signifie cette phrase? Alors, vous savez, le mot accompagne le poète. Ce sont ses amis, ce sont des verbes et des phrases avec qui il s'endort, il se réveille, et à partir d'un certain moment, le poète ou l'écrivain est possédé par les mots. Mais ces mots, ils se parlent, ils se tutoient, ils se vouvoient, ils ont un rapport aussi entre eux. Ce n'est pas simplement un rapport de sens, mais c'est un rapport aussi de création. Donc, prenons par exemple le mot solitude. Je ne parle pas de la signification, mais la solitude, c'est un espace de création. Et si on sort de ce mot, c'est pour ça que je dis le mot par le mot, si on sort de ce mot solitude, le mot sol, là aussi, on voit que le sol, c'est un ancrage. La solitude est ancrée aussi dans le sol, dans la poussière, dans ce qui va nous permettre d'aller au-delà. Et plus loin du mot solitude, on peut aussi créer le mot sollicitude. Donc, on parle de l'ancrage et en même temps, on va vers la bienveillance. Donc c'est pour ça que je dis que le mot par le mot, qu'il y a un entretissage. Donc les mots vont se tisser entre eux et c'est souvent au poète aussi de les mettre ensemble, de les faire parler et de trouver des correspondances. Pas seulement en termes de sens, mais en termes aussi d'ancrage. Parce qu'effectivement, c'est ça qu'on doit donner à notre public, à notre lecteur, pour qu'il puisse aussi voir le jeu de mots, les synonymes et les polysenses qu'un seul mot peut représenter. Oui. Alors, M. Ouattara, nos téléspectateurs savent une chose. Vous êtes avant tout un poète, mais vous êtes aussi un auteur de recueils, de nouvelles. Vous écrivez des nouvelles aussi. Alors, dans L'éloge des voyous, qui est un récit romanesque ardent sur les luttes intestines des fonctionnaires de l'ONU au Rwanda, est un livre qui nous apprend sur les coulisses de cette institution. À un moment donné, vous parlez de la guerre du nez. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Juste le contexte. Oui. Le contexte. Donc, j'ai travaillé dans le cadre des Nations Unies au Rwanda, juste après 4-5 années du génocide. Et ce génocide, c'est un génocide qui a été provoqué, qui a été planifié, et c'est le plus grand génocide en Afrique. Et on peut dire que de manière planifiée, de manière consciente, le pouvoir public, avec aussi un certain nombre d'acteurs, on a planifié l'élimination de plus de 800 000 à 1 million de personnes. C'est un peu la population de Djibouti qu'on a tuée dans une période très courte. Donc, quand je suis allé là-bas, j'ai travaillé dans le système des Nations Unies et effectivement, ce système est connu comme étant un système multiculturel où les gens doivent se respecter et les gens viennent de beaucoup d'horizons, que ce soit des Africains, que ce soit des Européens ou des Asiatiques. Donc, on se retrouve pour améliorer le bien-être et aussi le niveau d'intervention dans le développement, parce que l'organisme que j'appelle Sésame s'occupait du développement. Alors, qu'est-ce que je constate de mon premier arrivée? Que vraiment les gens qui travaillent ne sont pas toujours investis dans ce qu'ils font. Et que effectivement, il y avait des luttes intestines, mais c'était plutôt du racisme. C'était du racisme. Et je voyais pour la première fois des Africains racistes par rapport aux Blancs. Donc je décris, il y a deux personnages, un personnage que j'ai appelé Kissex et un autre personnage qui s'appelle Crisis. Parce qu'il n'a qu'un seul mot dans la bouche, c'est de dire crise, crise. Chaque fois que vous le rencontrez, il parle de la crise. Mais quand on voyait cette guerre,
Kissex était soutenu par tous les Africains. Et alors que Crisis était seul, mais l'ardeur au combat était de son côté, même si le nombre était du côté de l'autre partie. Alors, je vous raconte une seule anecdote, c'est qu'un jour, Crisis reçoit un téléx de Bonn en lui disant il y a un certain monsieur qui va venir, et je vous dirai le nom qui va venir, préparer tout le nécessaire pour l'accueillir. Alors, et le monsieur s'appelle Ricardo Neftales. Attends, je crois que je vais reprendre son nom. Oui. Alors, il s'appelle Ricardo Neftali Reyes. Donc, c'est un nom d'origine portugaise. Alors, lui, tout de suite, il fait un lien, il dit c'est un blanc qui va venir. Sûrement. Donc là, il se prépare, il lui prépare une voiture, il est complètement excité. Il a dit, je vais être aidé dans mon combat et je veux anéantir ce Kissex qui ne vaut rien. Alors, il va à l'aéroport avec des amis blancs pour l'accueillir et il met son nouveau costume, il achète même des fleurs et pour l'accueillir comme il se doit parce qu'il s'attend à être épaulé. Alors, arrivé à l'aéroport, il ne fait pas comme on le fait d'habitude parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas, donc normalement on met le nom. Il faut écrire le nom sur une pancarte. Et pour que l'autre aussi puisse reconnaître. Alors, on voit tout le monde sortir et à un moment donné, il ne reste que les douaniers et les gens qui s'occupent de la propreté de l'aéroport. Et qu'est-ce qu'il voit avec ses amis? Il voit un grand noir, très grand, 2 mètres, qui est assis sur sa valise et qui est complètement découragé parce qu'il pense que personne n'est venu l'accueillir. Et il va le voir et sa première réaction, il dit mais he is totally black, mais il est entièrement noir. Donc il est déçu. Alors l'autre qui lui explique dans la voiture que on lui a donné ce nom de Ricardo Neftales Reyes parce que en souvenir d'un grand poète qui est Pablo Neruda. Donc voilà un peu les histoires, mais chaque fois que les gens me voyaient au Rwanda, dans les institutions ou ailleurs, ils me disaient mais si tu étais là pendant le génocide, tu serais tué comme tous les autres Tutsis. Pourquoi? Parce que tu as un nez qui est fin. Donc c'est pour ça que je parle de la guerre du nez. Et finalement, c'est la différence physique qui a fait qu'on a tué les Tutsis parce qu'ils étaient plus longs, plus grands et il y avait un nez plus fin. Donc ça se résumait en quelque sorte à la guerre du nez. Et effectivement, quand je suis parti dans un village qui s'appelait Bisesero, on a tué plus de 40 000 personnes. Et le monsieur qui m'a vu m'a dit, mais toi tu ressembles tellement à un Tutsi que si tu étais là, tu ferais partie de cadavres. Donc ce n'était pas réjouissant, mais c'était ça. C'est pour ça que je parle de la guerre. C'est très violent. Oui. Alors, dans l'ensemble de votre œuvre, la femme est omniprésente. Qu'elle soit mère, sœur, fille ou épouse, elle est la figure de proue de tous vos récits. Pourquoi ce choix? Pourquoi parler de la femme? Alors, bon, je dois dire que la femme, d'abord sur le plan familial, je pense que l'éducation dans le milieu nomade est une éducation où la place de la femme est très forte. Mais même si elle n'apparaît pas au devant, je crois que c'est elle qui gère une bonne partie de déplacement, une bonne partie de choix. Même si les hommes sont mis en avant, donc c'est les femmes. Donc très jeune, j'ai vu l'importance de la femme dans l'organisation spatiale et dans l'organisation aussi de déplacement. Et aussi il y a un parcours personnel avec ma mère qui a eu déjà un premier mari. Quand elle l'a perdu, elle est restée avec des orphelins. Et quand elle a fait un deuxième mariage, ce qui lui donnait des responsabilités très importantes. Et j'ai été éduqué aussi dans un milieu où il y avait 7 sœurs. Donc c'est important. Et ces 7 sœurs aussi ont fait face à des mutilations sexuelles génitales qui faisaient que leur vie était rythmée par ces douleurs physiques et psychologiques, parce que ce n'est pas que physique. Et ensuite, je pense que dans ma vie,
j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'écrivains africains qui pensent qu'effectivement, dans ce continent, si on a délaissé la femme, si on a délaissé une bonne partie de la population sur le trottoir du développement, je pense qu'on ne réussira pas. Donc petit à petit, se met en place un certain nombre de prises de conscience. Et dans le système des Nations Unies, on le voit, et souvent c'est les femmes qui font la différence. C'est elles qui sont les plus pragmatiques, c'est elles qui produisent, c'est elles qui soignent, c'est elles qui éduquent. Donc d'une certaine manière, je pense que dans nos œuvres, c'est tout à fait naturellement qu'elles reviennent, pas seulement dans nos histoires personnelles, mais aussi dans le parcours que nous avons, que ce soit dans l'éducation, que ce soit à l'université, que ce soit aussi dans le milieu associatif. On voit que la prise de conscience que la femme est un acteur important nous permet aussi d'espérer. Donc c'est pour ça que dans mes œuvres, on ne parle pas simplement du fatalisme ou du désespoir, mais aussi c'est elle qui représente l'espoir, la différence. Merci. Alors, dans la fin de la première partie littéraire, je vais vous demander une question très simple, un seul mot, ou deux, comme vous voulez. Ensuite, on va passer aux questions du public. Quel est votre mot préféré dans la langue française? Alors, le mot préféré, d'abord j'ai parlé de solitude, c'est mon mot préféré que j'ai expliqué un peu, mais le deuxième c'est le mot demeure. La demeure, c'est différent de la maison. Quand on parle de la demeure, c'est vraiment quelque chose qu'on a construit peut-être ensemble, où on va vivre longtemps, de famille en famille, donc c'est quelque chose aussi qui est ouvert sur le monde. Donc, quand on dit qu'on a la demeure de l'amitié, cela veut dire qu'on va ouvrir les fenêtres, les portes à d'autres civilisations, à d'autres cultures. Donc le mot demeure me permet aussi de lier connaissances, de m'imaginer aussi d'autres cultures, d'autres ouvertures, d'autres voyages, un peu comme cette émission qui s'intitule Mots d'ici et d'ailleurs. On voit qu'on est à l'intérieur d'une maison dont on ouvre les fenêtres. Et c'est ça aussi la littérature. Merci, Monsieur Ouattara. Nous allons passer la parole au public qui voudrait vous poser une ou deux questions. Alors, vous allez vous présenter rapidement, ensuite vous posez votre question. Bonsoir, je m'appelle Nazline Abdi Ali, je suis en terminale L du lycée de Djibouti. Monsieur Cheikhim Ouattara, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur la culture nomade. Ensuite, Merci. est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bonsoir, je m'appelle Saïda Ali Afkié et je suis en terminale L au lycée d'État. Ma question c'est, qu'est-ce qui vous a inspiré à être un écrivain? Merci vraiment pour cette question. Et on voit que c'est une question, les deux questions sont reliées, donc sont reliées. Et l'écriture, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. D'abord, il y a de l'inspiration. Et ce qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a incité à écrire, c'est que effectivement, j'ai été très jeune, j'ai quitté mon milieu de la brousse pour venir dans un milieu urbain. Et cet espace est un espace qui me manquait beaucoup. Et ça a été un peu ma marmite qui m'a permis de réfléchir sur cette transition du milieu nomade au milieu urbain. Et je crois que l'inspiration est venue aussi de cette poésie nomade que j'ai entendue quand j'étais jeune, quand je suivais les animaux, quand j'allais dans la transhumance. Donc si bien qu'en ville, cet espace me manquait et j'ai essayé de le restituer par l'écriture. Et quand j'ai quitté Djibouti pour aller aussi en France, je suis parti assez jeune avec mon ami d'enfance Ibrahim qui est là. Donc c'était aussi une manière de maintenir un contact avec mes origines. Donc quelque part, quand vous êtes, quand on vous lâche en pleine mer, si vous n'avez pas une carapace, si vous n'avez pas vos racines culturelles, vous vous perdez rapidement. Donc c'est ça qui m'a permis, c'est l'écriture qui m'a permis aussi de valoriser ma culture, ma civilisation. C'était vraiment une disposition qui me permettait aussi de partager quelque chose.
Donc j'avais quelque chose à partager, cette citoyenneté djiboutienne, cet amour du désert, cet amour du nomade, cet amour du mode de vie. Donc quelque part, c'est un échange. Donc on ne va pas seul, on va aussi avec notre culture, avec notre cuisine, avec notre manière d'être. Donc chaque écrivain, d'une certaine manière aussi, permet de valoriser l'identité de son pays. Donc voilà pourquoi j'ai été inspiré et pourquoi je continue, j'ai écrit, je continue à écrire. Alors nous avons encore 2 questions du public. Allez-y. Monsieur Cheikhim Ouatta, quel conseil pouvez-vous donner aux futurs jeunes écrivains qui sont passionnés comme moi? Et quand il s'agit de conseils, je pense que c'est dans le milieu scolaire qu'on lit, mais on lit juste pour nos leçons. Donc, je voudrais dire au public scolaire, qu'il soit dans les établissements, dans les collèges et même dans les parties élémentaires, que effectivement la lecture doit être vraiment un leitmotiv. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une lecture de tous les temps, pas seulement pour les leçons, mais qu'il y ait une véritable curiosité qui se développe. Et pour cela, ce n'est pas simplement les élèves qui doivent être sollicités, mais c'est aussi les familles. Je pense que c'est les familles qui doivent mettre à la disposition des enfants, pas seulement le livre scolaire, mais aussi le livre de tout genre, des dessins animés, et maintenant qu'il y a aussi le numérique. Donc je pense que là, lire est quelque chose d'extrêmement important pour un écrivain. Donc il faut lire, il faut lire, il faut lire. Et une fois qu'on a lu, qu'on peut s'intéresser à l'écriture. Bon, bien sûr, il y a des gens qui sont doués, mais je crois que si vous voulez avoir un potentiel pour écrire, il faut commencer par lire. Et ce genre d'émission, et les professeurs vous le diront, je pense que c'est important de développer votre imaginaire et votre curiosité à travers la lecture qui fait voyager. Et c'est pour ça que cette émission est une émission qui permet vraiment la découverte des écrivains qui ont des préoccupations comme vous, qui parlent des couleurs, de votre paysage, de votre pays, qui parlent de la culture de votre pays. Là, je crois que ça peut vous attirer plus que des gens que vous n'avez pas vus et qui représentent d'autres cultures. Alors, ceci est une très bonne transition pour la suite. Nous allons lancer à présent un petit reportage de notre poète visitant un établissement scolaire. Et il avait visité le lycée de Balbala. Ahmed Farah Ali, bon visionnage. Guidé par une figure de proue, le poète et auteur de renom, Cheikhim Ouatta, un atelier d'écriture s'est tenu au lycée de Balbala. Devant un parterre de jeunes lycéens, cette rencontre a eu comme objectif déclencher en eux le plaisir à écrire. Cette rencontre, divisée en 2 temps, a porté sur la présentation la dernière œuvre de l'auteur, Les Corps sales. Œuvre parue en 2022, un livre poignant, touchant, qui traite de thématiques d'actualité telles que l'excision et l'immigration. Ce fut un véritable voyage dans l'univers du livre qui a éveillé les sens des élèves. Couronnée de succès, cette journée première a été accueillie par les élèves à grande pompe. 2 maîtres mots ont été mots au cœur de cette journée, fascination et joie. Les élèves, dans une série d'échanges fructueux entre l'auteur et les élèves, le grand réseau lexical de son œuvre, la violence et l'exil. L'auteur a éclairé de sa lanterne pourquoi ce choix était un outil essentiel pour refléter une réalité vécue par ces personnages, en d'autres termes, un miroir sur un monde qui devient un désert d'espoir qui force à l'exil. Ensuite, l'écrivain a exposé son point de vue sur la violence et les différentes formes de violence, à savoir les violences physiques, verbales et morales. Il a expliqué ainsi que son œuvre montre les violences de l'exil, ses causes et conséquences, mais également les violences faites aux filles dans ces pratiques barbares qui sont les décisions et leurs conséquences. À leur tour, les élèves sont donnés un travail d'écriture. Cette fois-ci, il a été question d'exprimer avec leurs mots, de faire leur représentation de la violence et les différents types qu'ils reconnaissent. Le plaisir étant un moteur puissant d'apprentissage, les élèves se sont laissés guider par l'auteur et de son expérience pour cette fois-ci s'exprimer. Au bout de quelques temps, les élèves sont passés à la lecture de leur texte qui fut un véritable moment de plaisir. Monsieur Ouatta, comment s'est déroulée votre rencontre avec ces jeunes lycéens? Alors ça a été vraiment pour moi formidable parce que d'abord le groupe était restreint, le groupe était préparé,
et nous avons pu commencer à définir ensemble les concepts que nous voulions explorer. Mais au-delà, pour un auteur, il ne s'agit pas d'écrire, mais il faut aussi expliquer son œuvre. Donc il faut s'adapter à ce milieu scolaire qui est un milieu qui pose beaucoup de questions. Donc là, vraiment, j'ai été assailli de questions et en même temps surpris de voir que les élèves, d'une certaine manière, connaissent ce que sont les violences. Donc c'est la pédagogie aussi, parce que les conseillers pédagogiques étaient là, le professeur de français aussi était là. Donc c'est un échange qui a été vraiment pour moi profitable, parce qu'effectivement, c'est ce milieu, c'est ce public qui doit nous permettre à nous, auteurs djiboutiens, de pouvoir évoluer dans notre écriture. Merci, M. Ouattara. Nous allons maintenant passer au volet pédagogique. Je voudrais poser une question à M. Mohamed Saleh, conseiller référent de la discipline française. Monsieur Mohamed, oui. La littérature djiboutienne a été introduite dans la réforme du lycée. Qu'a-t-elle apporté au programme scolaire et comment est-elle abordée? D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je me présente. Je m'appelle Mohamed Saleh Ibrahim. Je suis conseiller pédagogique faisant fonction d'inspecteur depuis 4 ans à l'inspection de français moyen et du secondaire. Donc depuis 2014, entre 2014 et 2015, tous les manuels du moyen et de la base étaient déjà contextualisés. Ça veut dire les textes étaient déjà revus et à l'intérieur de ces textes, il y avait beaucoup de textes appartenant à des auteurs djiboutiens. En 2014-2015, donc, il y a eu la réforme du lycée. Donc, le ministère de l'Éducation nationale, avec l'inspection de français qui était présidée par Madame l'inspectrice, Madame Mouna Ismaël, qui est maintenant inspectrice générale, donc on pensait à faire la réforme du lycée. C'est-à-dire, tous les manuels du lycée venaient de France. C'est-à-dire c'était les textes étaient c'était des textes littéraires, bien sûr écrits par des auteurs français. Donc, et bon, en 2014-2015, il y a eu la réforme et on a décidé, donc ils ont décidé, le MENOFAP avec l'inspection de français, de reformer les manuels du lycée. Ils ont commencé par la classe de seconde. Et là, à cette époque-là, il y avait déjà beaucoup d'auteurs djiboutiens, hein, tels que Cheikh Ouattara, le poète Cheikh Ouattara. Il y avait aussi Mouna Wadan, il y avait beaucoup aussi de dramaturges. Hein. Et là, donc, on a décidé de mettre à l'intérieur des manuels de seconde, puis de première et puis de terminale, donc des textes djiboutiens. Pourquoi mettre des textes djiboutiens? Mais c'est pour d'abord intéresser les élèves. Bien sûr, quand les élèves, par exemple, lisent des textes littéraires français, bon, ils sont là, ils lisent, mais ils ne sont pas très intéressés parce que ça ne concerne pas un peu leur culture. Donc, ils ne voient pas à l'intérieur de ces textes quelque chose qui les présente, hein, qui les représente. Mais quand on a mis à l'intérieur de ces textes, de ces manuels, des textes djiboutiens, là, les enfants s'y reconnaissent. Ils voient dans ces textes leur culture. Ils voient des gens qui les représentent. Ils voient parfois dans ces textes-là, par exemple, dans ces œuvres, les quartiers. Par exemple, si on regarde par exemple, même déjà les titres, hein, les titres de ces œuvres, nous avons par exemple Balbala. Le fait que de Abdelrahman Ali Wabri, nous avons le mot Balbala. Donc déjà, le titre est représentatif donc, de la djiboutianité. Donc ils voient déjà que ce texte-là, ce livre-là va parler de Djibouti. Et là, les élèves sont plus intéressés que de lire des œuvres littéraires français. Donc, à partir de 2014-2015, nous avons mis dans le livre de seconde beaucoup de textes littéraires djiboutiens, donc de Mouna Wadan, de Abdelrahman Ali Wabri. Et là, nous avons continué avec ça en classe de première et en terminale aussi. Maintenant, depuis 3 ans, nous sommes aussi dans la réforme des classes de collège. C'est-à-dire nous sommes revenus aussi dans les classes de collège. Et là aussi, nous avons essayé de mettre à l'intérieur des livres du moyen, c'est-à-dire 6e, 7e et 8e, des œuvres djiboutiennes. Donc,
Et là, donc, nous avons un peu contextualisé ces œuvres-là et nous voyons une différence par rapport à avant. Les élèves sont plus intéressés, ils s'y voient à travers ces lectures et parfois ces lectures-là qu'ils lisent, ces textes qu'ils lisent là, donc en tout cas ils s'y reconnaissent, ils voient les quartiers, leur quartier à travers ces œuvres. Ils voient aussi parfois des mots djiboutiens, hein, parfois des auteurs, comme certains auteurs, hein, ou bien dramaturges, ils mettent par exemple des mots djiboutiens, et là aussi ça les touche un peu, hein, ça leur permet un peu de voir que ces textes-là ne sont pas étrangers à eux, d'accord? Voilà, donc tout ça, c'est ce qui est de la nouveauté dans la littérature, voilà, dans le programme de djiboutien. Voilà. Merci, voilà, monsieur merci, Mohamed voilà. Saleh. Alors, dernière rubrique, ce sera un petit jeu. Je vous explique le principe. Je vous pose une question. Ce sera affiché en bas de l'écran avec l'adresse à laquelle il faut répondre. Nous allons vous poser une question. Vous allez y répondre dont votre nom, le nom de gagnant, sera annoncé dans le prochain numéro. Voici la question. Qui a écrit la pièce de théâtre Chers voisins? Je répète, qui a écrit la pièce de théâtre Chers voisins? Merci d'être là, cher public. Merci, monsieur Ouatta. Merci, le spécialiste des programmes scolaires, monsieur Mohamed. Nous voici arrivés à la fin de notre aventure littéraire. Je tiens à remercier notre éminent invité, M. Cheikhim Ouatta. Je remercie également mon deuxième intervenant, M. Mohamed Salah, conseiller référent de la discipline français. Je veux remercier aussi le public qui a participé à l'émission. Je veux aussi ne pas oublier l'équipe de la RTD qui a fait beaucoup d'efforts pour nous aider à réaliser ce rêve littéraire. Et enfin, sans oublier toutes les personnes qui nous ont aidés de loin ou de près à ce projet ambitieux. Et pour finir, je remercie, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis ce soir. Merci à vous et bonne soirée.